bonsoir tout le monde, ceux qui nous écoutent à la maison, ceux qui sont ici présents avec nous dans la salle. On a encore une fois une bonne séance pour le mois de septembre. D'entrée de jeu, on excuse notre conseillère Chantal Moreau qui est actuellement à Paris pour encourager son fils, Charles Moreau, 42 ans, qui dispute à Paris ses 3e Jeux paralympiques. Et pour ceux que ça intéresse, il y aura une course demain, 9h15, heure du Québec, dans laquelle il va compétitionner. Et jeudi, le 5 septembre, à 10h, on lui envoie tous nos encouragements ici même de Victoriaville. Et Guillaume Ouellette, lui, un autre Victoriavillois, a terminé sa course cette semaine avec une 6e position aux 5000 mètres samedi dernier. Donc, je pense qu'on peut être excessivement fiers tout de même d'avoir 2 athlètes d'ici qui sont aux Jeux paralympiques et qui font la fierté de tous les Victoriavillois. J'en profite également pour souhaiter à tous et chacun une belle rentrée, que ce soit scolaire ou au travail. Et j'invite tout le monde à la prudence aussi autour des écoles. Là, c'est le début, puis on veut s'assurer que tout se passe bien. On a quelques ajouts à l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, donc il y a la modification du poste de conseiller en habitation et une entente avec la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, pour le réaménagement du skatepark intérieur. Ça allait pour tout le monde. Michael Provencher, James Casey. Approbation du procès-verbal de la séance tenue le 12 août 2024. Tout était beau. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Adoption du rapport d'activité 2023 présenté au ministère de la Sécurité publique. Donc, il est prévu à l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie qui prescrit à toute l'autorité locale ou régionale et à toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque l'obligation d'adopter et de transmettre annuellement au ministre de la Sécurité publique un rapport d'activité pour l'exercice précédent. La Ville de Victoriaville approuve donc le rapport d'activité 2023 de M. Patrick Davidson à être présenté au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du schéma de couverture de risque de la MRC d'Arthabasca. Parfait. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Mois de septembre, mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Pour faire la proclamation, je demanderai à M. Michael Provencher. Merci, M. le maire. Comme plusieurs le savent, le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les Canadiens. Et donc, un Canadien sur 7 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie. 11 Canadiens meurent chaque jour du cancer de la prostate, approximativement. Mais le taux de survie peut atteindre 100 % s'il est détecté de manière précoce. C'est sûr que si vous avez des antécédents familiaux de la maladie ou vous êtes de descendance africaine ou caribéenne, vous avez plus de risques que les autres hommes de développer ce cancer-là. Ceci étant dit, la Ville de Victoriaville veut décréter le mois de septembre 2024 comme étant le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Merci beaucoup. Yannick Fléchette, James Casey. Et justement, James, pour faire la proclamation des Journées de la culture, notre conseiller responsable des dossiers culturels. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. La culture, comme on sait, c'est un des principaux facteurs d'identité de la Ville de Victoriaville et de la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. La culture, c'est un élément indissociable du développement des individus de la société. Et la culture naît et s'épanouit d'abord au sein de ces territoires locaux. Le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture. Il est attendu que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle. Sur ce, en conséquence, il est d'office de programmer les Journées de la culture les 27, 28 et 29 septembre prochains. Merci beaucoup. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il s'agit d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, de confirmer l'engagement de la Ville de Victoriaville à respecter les modalités d'application en vigueur. Michael Provencher, Marc Morin. Demande d'aide financière, encore une fois, au ministère de la Mobilité durable, cette fois-ci pour les travaux d'asphaltage 2025. C'est la même chose.
Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Liste des comptes pour le mois d'août, totalisant 8 128 844 $. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Yannick Fréchette. Michael Provencher. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la Ville. Il s'agit d'un montant de 80 000 pour la reconstruction de la rue des Appalaches. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Ratification de placement auprès de la Banque nationale. C'est pour un placement d'un montant de 5 millions à la Banque nationale. Marc Morin, James Casey. Adoption du règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue des travaux de reconstruction des rues Victoria et Marchand. Donc, il s'agit d'une dépense de 4 512 000 et d'un emprunt de 4 379 000. Les journées d'enregistrement sont prévues du 16 au 20 septembre 2024. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Adoption du règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de la réalisation des travaux de reconstruction de la rue Levasseur. Il s'agit de travaux pour une dépense de 2 308 000 et d'un emprunt de 2 282 000. Et les journées d'enregistrement sont également du 16 au 20 septembre 2024. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Adoption du règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires pour la rue des Appalaches. Il s'agit d'une dépense et d'un emprunt de 1 601 000 et les journées d'enregistrement sont aux mêmes dates. Michael Provencher, James Casey. Adoption du règlement modifiant le règlement 13-18-2019 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires pour les travaux de reconstruction globale de la rue du Curé-Suzard et de la reconstruction du stationnement du Boulodrome. Il s'agit de retirer du projet du règlement, en fait, les travaux de reconstruction du stationnement du Boulodrome. Les journées d'enregistrement ont lieu aux dates déjà précédemment soumises. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Renouvellement de contrat concernant l'assurance logicielle sur les produits Microsoft. Il s'agit de retenir les services de Compugen Canada et de renouveler les contrats pour une période de 3 ans, soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2027, pour le contrat MPSA au montant de 68 706 $ taxes non incluses. Patrick Paulin et Yannick Poisson. Offre de services professionnels en vue d'assurer la conformité de la Ville dans la protection des renseignements personnels. Il s'agit d'autoriser la réalisation du contrat de gré à gré avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 64 934 et 77 taxes nettes incluses. Yannick Fréchette, Marc Morin. Soumission reçue pour la fourniture d'oxygène pour l'alimentation des générateurs d'ozone à l'usine d'eau potable Amel. Il s'agit d'accepter la soumission de Messer Canada au montant de 214 185 $ taxes non incluses concernant la fourniture d'oxygène pour l'alimentation des générateurs d'ozone. Michael Provencher, James Casey. Octroi de contrat pour des services professionnels d'ingénierie en vue des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie des rues Victoria et Marchand. Il s'agit d'accorder le contrat à la firme Pluritech et d'autoriser la réalisation des articles 1.1 à 1.4, 1.6 et 1.9 du volet 1 pour un montant total de 191 123 et 25 taxes non incluses, ainsi que la réalisation des articles 1.5, 1.7, 1.8 et 1.10 du volet 1, de même que l'ensemble du volet 2 au montant total de 64 590 taxes non incluses, ceci conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt numéro 1579-2024. Marc Morin, Yannick Fréchette. Contrat de service à intervenir pour la répartition des appels incendies. Il s'agit d'approuver le contrat de service pour la répartition des appels entre la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches, COCA, et la Ville de Victoriaville. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Statut de permanence d'un employé au cadre au poste de bibliothécaire. Il s'agit de désigner Mme Emmanuelle Latendresse. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Nomination par intérim au poste de directeur
service de la gestion du territoire. Il s'agit de désigner M. Jean Demers. Yannick Fréchette, Michael Provencher. D'ailleurs, j'en profite pour souligner le travail de Jean-François Morissette, qui était notre directeur du département de l'urbanisme et de la gestion du territoire, jusqu'à tout récemment, lui qui a accepté une offre dans une autre ville plus grosse que la nôtre. On ne peut pas s'empêcher de lui souhaiter la meilleure des chances dans ses nouveaux défis. Puis nous serons à combler le poste prochainement et de façon intérimaire. Ce soir, on procède à la nomination de Jean Demers, qui est avec nous depuis longtemps aussi et qui saura assurer la transition avec brio, j'en suis persuadé. Contrat à intervenir pour le poste de directeur général adjoint au sein de la direction générale. Donc, il s'agit d'entériner l'organigramme fonctionnel révisé, les titres, les liens d'autorité et les descriptions de tâches gouvernant chacune des fonctions également révisées et d'autoriser la directrice du service du capital humain à signer le contrat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et M. Raoul Pascal. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Donc, on souhaite la bienvenue maintenant à notre nouveau directeur général adjoint, M. Pascal, qui fera son entrée avec nous le mois prochain. M. Pascal qui a une belle feuille de route dans le monde municipal, notamment à Montréal et à Québec, de même que dans le secteur privé où il a occupé des postes chez Bombardier, entre autres, auparavant. Donc, ce sera un immense plaisir de l'accueillir parmi nous et qu'il puisse contribuer avec le conseil et toute l'équipe municipale à faire progresser la ville de Victoriaville. Donc, bienvenue, M. Pascal, au plaisir de te voir très bientôt. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1257-2018 concernant la gestion contractuelle et dépôt du projet de règlement. Il s'agit de modifier notamment les règles en matière d'octroi de contrat pour les services professionnels. Je vais donner l'avis de motion. Caroline Pilon. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1258-2018, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser, de dépenser et d'accorder des contrats en conséquence et dépôt du projet de règlement. Il s'agit de modifications pour les seuils des contrats pouvant être octroyés par des fonctionnaires et concernant les pouvoirs de la directrice du capital humain, notamment pour l'embauche de salariés. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Marc Morin. On serait rendu aux dérogations mineures. Est-ce que des gens dans la salle sont présents pour les dérogations mineures? Non. Donc, on pourrait les faire en bloc. Donc, pour l'immeuble situé au 968 à 978 boulevard des Bois-Francs-Sud, il s'agit d'accepter la demande et d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 27 rue Turgeon, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce qu'un écran visuel, clôture ou est opaque, soit installé entre toute partie de l'escalier et de la galerie et la ligne latérale du terrain, ne respectant pas les distances minimales de 1,5 m. Pour le 5 à 9 rue de Bécancour, il s'agit d'accepter la demande et d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 385, 395 et 405 rue Gamache, il s'agit d'accepter la demande de dérogation conditionnellement à ce que la hauteur hors sol du premier niveau corresponde à un maximum de 55 % de la hauteur libre de ce dernier. C'est ce qui complète. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Plan d'intégration architecturale, rapport du comité consultatif d'urbanisme relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le conseil municipal accorde des recommandations suivantes du comité consultatif d'urbanisme, soit pour le 550 rue Notre-Dame-Est pour l'agrandissement de la galerie arrière, pour le 93 rue Boisvert pour une démolition, pour le 60 rue de l'Académie pour des rénovations extérieures, pour le 192 à 198 rue Notre-Dame-Est pour une nouvelle enseigne, pour le 385 rue Gamache pour une démolition, 395 rue Gamache pour une démolition, le 10 à 12 rue Cartier pour une démolition, le 968 à 978 boulevard des Bois-Francs-Sud pour l'ajout de thermopompes sur le mur latéral gauche, pour le 12 rue de l'Ermitage pour le toit au-dessus de la galerie, le 1 rue des Frères pour le remplacement de fenêtres de façade, 28 à 30 rue Saint-Henri pour la démolition du bâtiment principal, le 43 rue Laurier-Ouest pour la rénovation extérieure,
le 11 à 17 rue Piché pour un agrandissement en hauteur, pour le 747 boulevard Pierre-Roux-Est pour l'installation d'une serre. Le conseil municipal refuse les recommandations suivantes du comité consultatif d'urbanisme pour le 14 rue Albert pour un garde-corps et pour le 385 à 405 rue Gamache pour une construction multifamiliale de 16 logements. Parfait. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Adoption d'un projet particulier de construction relatif à l'immeuble situé au 747 boulevard Pierre-Roux-Est. Il s'agit d'autoriser sur l'immeuble situé au 747 boulevard Pierre-Roux-Est de permettre l'installation d'une serre de production algale et hydroponique. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 septembre à 17h à l'Hôtel de Ville. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Adoption d'un projet particulier de construction pour l'immeuble situé au numéro 70 rue Lavoie-Nord. Il s'agit d'autoriser l'usage d'entreposage intérieur et extérieur. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 septembre, 17h à l'Hôtel de Ville. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Adoption du second projet de résolution pour le projet particulier de construction situé au 1150 rue Notre-Dame-Est. Il s'agit d'autoriser un commerce d'esthétique automobile. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 26 août 2024, il y a lieu d'adopter le second projet de résolution sans changement. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Adoption d'un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au numéro 61-67 rue Romulus. Il s'agit de l'agrandissement du bâtiment résidentiel pour y ajouter 6 nouveaux logements et dont le nombre de logements, l'implantation du bâtiment et l'implantation des aires de stationnement sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 septembre à 17h à l'Hôtel de Ville. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Adoption d'un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au numéro 620 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit de la construction de 2 bâtiments comportant 16 logements chacun, comparativement au maximum autorisé de 12 logements par bâtiment, ainsi que la présence d'escaliers extérieurs de plus de 8 contre-marches en cour avant, alors que la réglementation l'interdit. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 septembre à 17h à l'Hôtel de Ville. Michael Provencher, James Casey. Adoption d'un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au 22 rue Octave. Il s'agit d'un projet pour l'aménagement de 7 logements et dont le nombre de logements et l'implantation de certains bâtiments et constructions accessoires sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 septembre à 17h à l'Hôtel de Ville. Caroline Pilon et Benoît Gauthier. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'autoriser des usages la classe d'usage récréative supplémentaire, une classe d'usage récréative supplémentaire dans les parcs du réservoir Baudet et de Terre des Jeunes. Benoît Gauthier. Adoption du projet de règlement 1583-2024, modifiant le règlement 1261-2024. Donc, ça va avec l'item précédent. Donc, l'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 septembre 2024 à 17h à l'Hôtel de Ville. Michael Provencher, Marc Morin. Adoption du règlement 1577-2024, modifiant le règlement 1261-2024. Il s'agit d'un règlement visant à autoriser les enseignes sur tréteaux dans certains parcs. Yannick Fréchette, James Casey. Fermeture de rue et autorisation pour la tenue de l'événement épique Coupe de feu. Il s'agit de décréter la fermeture de la voie d'accès à la rue Garand sur la rue de la Grande Ligne, ainsi que la fermeture des rues Dubois et Garand le samedi 31 mai 2025 de 7h à 16h pour la tenue de cet événement. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Levée du droit de préemption sur le lot 2 473 978 du cadastre du Québec situé au 58-70 rue Notre-Dame-Ouest.
Donc, il s'agit de lever ce droit de préemption conditionnellement à ce que la transaction à intervenir soit conforme à l'offre d'achat reçue. James Casey, Michael Provencher. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au 3 rue Poitras. Il s'agit de s'en remettre à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Conditions particulières complémentaires dans le cadre de l'entente promoteur pour le secteur pour le développement du secteur Cormier, phase 2. Donc, il s'agit d'approuver les conditions particulières et d'autoriser sa signature. Yannick Fréchette, Marc Morin. Convention d'aide financière à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme Primo 2023. Il s'agit d'approuver la convention d'aide financière à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme Primo 2023 pour les travaux de réhabilitation d'aqueducs et de reconstruction globale de la rue Piché. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Protocole d'entente à intervenir sur le fonctionnement du service d'intervention d'urgence civile du Québec, SIUC. Donc, il s'agit d'un protocole d'entente pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Benoît Gauthier et Yannick Poisson. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ces gens qui s'impliquent dans ce service-là, qui viennent en aide, entre autres, à nos pompiers lorsqu'il y a des interventions et qui viennent en aide aussi aux sinistrés rapidement. Un service dont peu de villes peuvent se targuer d'avoir, mais qui rend un grand bien à la population. Donc, ça nous fait plaisir de les soutenir encore une fois cette année. Entente à intervenir avec la MRC d'Arthabasca pour autoriser le prolongement du réseau de fibre optique. Il s'agit d'autoriser la signature de cette entente. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Entente à intervenir concernant le prêt d'une parcelle de terrain sur la rue Fernando. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de cette entente également. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Entente à intervenir dans le cadre de recherche dans le but d'accroître la résilience des municipalités face au changement climatique par l'intégration de solutions vertes et d'ingénierie. Il s'agit d'accepter l'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville, l'Institut national de la recherche scientifique et l'Université Laval relativement au contrat de recherche pour accroître la résilience des municipalités face au changement climatique par l'intégration de solutions vertes et d'ingénierie et de confirmer la contribution financière de la Ville de Victoriaville pour ce contrat de recherche. Marc Morin, Michael Provencher. Pour ceux qui se souviennent, la Ville de Victoriaville a adopté, il y a de ça près de 2 ans maintenant, un plan de gestion des eaux de pluie afin que, au maximum, on retienne l'eau qui tombe sur les terrains qui sont construits ou dans nos réseaux pour éviter des refoulements quand il y a des fortes pluies. On le voit un peu aux nouvelles souvent ces temps-ci. Victoriaville, récemment, on touche du bois, mais ça s'est avéré que nos techniques fonctionnent, puis il n'y a pas eu de refoulement dans les résidences des citoyens. Bien, on avait obtenu un prix à l'Union des municipalités du Québec, d'ailleurs, pour cette innovation municipale qu'on a mise en place chez nous il y a maintenant 2 ans. Mais avec l'aide de la chaire universitaire, on va être en mesure vraiment de monitorer le nombre de millimètres d'eau annuels qu'on réussit à contenir versus ce qui irait dans un réseau avec les fonctionnements traditionnels. Donc, on n'est pas peu fiers encore que l'expertise de Victoriaville puisse aider d'autres municipalités à mettre de l'avant des solutions innovantes pour s'adapter au changement climatique. Entente à intervenir dans le cadre du projet de catalogue en ligne pour les articles promotionnels et corporatifs suite au changement de logo. Donc, il s'agit d'autoriser la réalisation du contrat avec Rivard Publicité au montant de 62 000 $ incluant des taxes pour des services professionnels dans le cadre du projet de catalogue. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Transformation du poste conseiller en habitation, division planification patrimoine au sein du service de la gestion du territoire. Il s'agit d'approuver la transformation du poste professionnel pour celui de conseiller en urbanisme. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Entente à intervenir avec la Fédération québécoise des municipalités relative à la fourniture du personnel technique de la FQM dans le cadre du réaménagement intérieur du Local Skate Park. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de cette entente.
Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Non. Non. Intervention du conseil. Est-ce qu'il y en a qui avaient des choses à souligner? S'en serions rendus à la période de questions dans ce cas-là. Donc, Madame Joanne Allard. Bonsoir tout le monde. Bien, moi, j'aimerais savoir s'il y a des appels d'offres prévus pour des nouvelles éoliennes en septembre. Parce que là, dans le fond, il reste dans le coin, il reste encore de la capacité. Est-ce qu'il y a déjà des promoteurs qui avaient déjà circulé? Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui avaient signé? Et est-ce qu'on risque d'avoir des projets éoliens qui nous tombent d'en face dans pas grand temps? Bien, je vous dirais que j'ai pas de boule magique là, à savoir quand vont être les prochains appels d'offres d'Hydro-Québec pour des mégawatts additionnels. C'est dans... On entend parler qu'il y en aura d'autres. Maintenant, j'ai rien qui me laisse présager que ça va être à l'automne que ça va avoir lieu. Mais c'est dans nos territoires. C'est encore ici ou... On ne sait pas non plus. Là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore des besoins en énergie puis qu'ils vont fort probablement lancer des nouveaux appels d'offres. Ça ne veut pas dire que ça va être dans les mêmes régions que le dernier. Puis vous avez raison. Là. Nous, ce qu'on nous avait expliqué, c'est que sur la ligne qui descend jusqu'à Nicolette, il y a une capacité de 400 mégawatts. Puis avec le projet actuel, c'est 260 mégawatts. Donc, on peut penser qu'éventuellement, il y aura la possibilité de présenter d'autres projets, mais ça ne veut pas dire que ce sera notre MRC. Ça peut être la MRC de Nicolette, ça peut être la MRC de Bécancour, de Drummond même, qui, je crois, est sur le même connecteur. Donc, il n'y a pas de démarche en ce sens-là actuellement. OK. Puis moi, j'ai une interrogation. Je me disais, comment ça se fait qu'on n'est pas capable, les citoyens, d'avoir notre place? OK? Souvent, les projets, c'est décidé par les promoteurs. Ils arrivent dans nos terres agricoles, ils achètent des emplacements. Mais ça ne s'est jamais discuté publiquement entre nous. La semaine passée, je suis allée à Bécancour avec le projet Veil, là, qui est comme le Nordvolt de Bécancour. Et j'en revenais pas. On arrive dans une salle, il y a 12 à 13 personnes qui travaillent pour la compagnie. Ils nous regardent comme si on était de la chenoute. Et ils présentent le projet rapidement. En tout cas, on doit être bien intelligent à leurs yeux parce qu'ils ont passé tellement vite, parce qu'on comprenait vite. Hein? On s'entend là-dessus. Mais j'avais de la peine de voir à quel point c'est toujours la même façon de fonctionner. OK? Donc, ces gens-là, ils arrivent, on arrive dans la salle. La réunion est à 5 heures. Tout le monde peut aller à une réunion à 5 heures. C'est facile, à 5 heures. Tout le monde est libre. Après ça, on arrive là, il n'y a pas d'indication à nulle part. Il faut s'informer. La réceptionniste ne sait même pas qu'il y a une réunion. Imaginez-vous. Puis là, c'est des citoyens qui sont invités à une réunion. Et finalement, l'information qu'on nous donne, c'est... Après ça, on s'en va en petits groupes. Puis là, il y a assez de monde de la compagnie. On est à 5. Fait qu'il y en avait 2, 3 chaque. Fait que ça allait bien. Mais finalement, ces gens-là, ils nous donnent l'information. Moi, je pose une question, mais personne d'autre l'entend dans la salle. OK? Donc, moi, j'ai une réponse, mais l'information aussi était présentée autrement en disant, bien, posez vos questions pour que tout le monde entende la réponse, parce que vous n'avez peut-être pas pensé à ça, moi, j'ai pensé à ça, mais lui, il a pensé à d'autres choses. Et finalement, l'information est rarement complète. Fait que moi, je me dis, pourquoi, dans notre cas ici, que ce ne serait pas quand il y aura des réunions d'information avec Boralex, bien que ce soit pas le comité municipal qui s'en occupe, plutôt que la compagnie qui, elle, est déjà vendue d'avance, puis tout ce qu'elle veut, c'est des bénéfices. Fait que moi, je pense, pour les citoyens, ça serait le fun qu'il y ait une ouverture de ce côté-là. Bien là, vous nous parlez d'un exemple à Bécancour là, auquel vous avez assisté. Moi, je me souviens vous avoir vu dans les rencontres d'information que la MRC a tenues ici sur notre territoire. Là. Il y en a eu plus qu'une. Ces rencontres-là se sont promenées de municipalité en municipalité aussi. Je pense que il y a eu des opportunités d'échanger avec l'entreprise Boralex, mais aussi avec la MRC à plusieurs égards sur ce projet-là. Mais dans tous les cas, les capacités énergétiques puis les appels d'offres d'Hydro-Québec, je n'essaie pas de dire que tout était parfait. Là, je l'ai déjà dit moi-même là, que ça s'était passé vite, il y a de ça 2 ans
un peu moins de 2 ans. Ça a été lancé, les municipalités ont été demandées de s'engager ou non. Nous, on a fait le choix d'y aller, mais je suis fort probable que dans des processus à venir, il y aura davantage de temps là, en amont pour consulter puis Parce planifier que, les projets. Comme citoyen, on demeure, c'est quand même ceux qui font vivre la ville en partie, à tout le moins. Exact. Donc, ça serait important qu'on soit plus considéré. Merci. Merci. Audrey Caron. Aujourd'hui, le comité citoyen Sauvons la Sablière d'Arthabasca a déposé une pétition signée par près de 1400 personnes, dont la vaste majorité réside à Victoriaville. Le conseil municipal reconnaît-il que cette pétition témoigne d'un manque d'acceptabilité sociale du méga-projet de développement immobilier en question et envisage-t-il réévaluer le projet en conséquence? Oui, on a reçu la pétition cet après-midi. On l'a fait circuler aux membres du conseil. On va prendre le temps, bien sûr, d'analyser tout ça puis d'en tirer des conclusions. En même temps, on n'a pas pris de position encore en lien avec le projet. Donc, tout ce qu'on reçoit, comme je vous l'avais mentionné la dernière fois, ça fait partie des éléments qu'on prend en considération. Puis, ultimement, bien, on va se positionner officiellement, mais en date d'aujourd'hui, c'est pas fait là, de notre part. Fait que la pétition va vous allez en tenir compte, dans le fond. Puis certainement. on va pouvoir... À même titre que tous les commentaires qu'on reçoit de votre part depuis quelques mois, puis les représentations que vous faites, on les entend, on les voit, puis ça va être pris en considération, c'est certain. Super. J'aurais une deuxième question. Le méga-projet de développement immobilier ne prévoit qu'une seule sortie et entrée sur le boulevard Boisfranc, ce qui créera assurément des problèmes de circulation. C'est déjà difficile de sortir via Trottier et Garneau. Une étude a-t-elle été réalisée pour démontrer que cette configuration n'aura pas d'impact sur la circulation? En effet, nos services de la Ville au niveau des transports ont évalué de façon préliminaire l'apport en voiture que pourrait générer le projet. Actuellement, la rue Giroir, le boulevard Boisfranc, a 9155 passages quotidiens. Donc, avec peut-être une évaluation de 300 unités, une voiture par unité, c'est 300 voitures supplémentaires. La recommandation des services à ce stade-ci est à l'effet que ça n'aurait pas d'impact significatif sur le trafic sur Boisfranc. Cela étant dit, le projet est toujours en travail, donc est-ce qu'il y aura d'autres sorties? Je pourrais vous dire à ce stade-ci. Donc, vous avez fait une étude, fait qu'on pourrait comme la voir, genre? Oui, si vous contactez la Ville, vous pourrez avoir ces informations-là sans problème. Super. Puis juste en terminant, mettons, étant donné qu'il semble avoir quand même une non-acceptabilité sociale, penses-tu qu'on pourrait mettre un moratoire là-dessus, genre le temps qu'on check vraiment comme faut si c'est la bonne affaire, tu sais, qu'on se consulte, vous, nous, les gens qui vivent ici, tu sais, c'est une option? Bien, ça fait quand même un bon bout de temps là, qu'on est en discussion avec vous, avec nos services. On n'a pas eu beaucoup de discussions. Là. Nous, on vient ici quand on a 3 minutes, mais tu sais, genre vraiment s'asseoir pour en parler puis dire on met un moratoire, il ne se passera rien jusqu'à temps que... Je pense qu'on en a à peu près toutes les séances du conseil depuis quelques mois. Oui, mais c'est pas long, échanges ça. Ensemble, mettons, puis, c'est pas... Ben là, je pense même si on prenait une bière pendant des heures ensemble, on en arriverait aux mêmes questions puis aux mêmes réponses. Moi, tu me lances le défi, mais mettons, un moratoire, ça peut être une option? Ben non, c'est pas à coup de moratoire qu'on fonctionne à la Ville. On a des processus établis. Il y a eu une consultation publique qui a eu lieu au printemps dernier. Il y a eu des échanges, il y a eu des commentaires qui ont été recueillis par nos équipes. Maintenant, il y a encore du travail qui se fait. Il y a des analyses qui se font de notre côté. On prend en considération tout ce que vous nous donnez. Advenant qu'on va de l'avant avec un projet, il va y avoir une autre séance de consultation qui va s'en suivre. Donc, je suis confortable avec les processus actuels, puis j'ai pas l'impression qu'on n'a pas la chance de discuter ensemble du projet. Fait que je vais laisser la chance à un autre. Merci. Chantal Marcotte. Bonjour, Monsieur le maire, membre du conseil. Dans un premier temps, Monsieur le maire, je vais vous souhaiter un prompt rétablissement. J'ai vu que vous étiez blessé. Ma question, le plan de conservation des milieux naturels
de la MRC d'Arthabasca, produit en 2019 par le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, recommande un statut prioritaire pour les milieux ouverts proches des zones humides en raison de leur valeur écologique. La sablière d'Arthabasca en est un exemple pertinent. Le conseil municipal reconnaît-il que la Ville n'a pris aucune mesure pour protéger la sablière d'Arthabasca malgré sa connaissance de la valeur écologique potentielle du site depuis 2019? L'étude à laquelle vous faites référence, là, ça ne me dit rien rapidement comme ça. Je n'étais pas en poste non plus en 2019, mais je vais vérifier avec nos équipes qu'est-ce qu'il y en a, puis on va regarder. Parfait, merci. J'ai une seconde question. Donc, le conseil municipal reconnaît-il que la sablière d'Arthabasca, autrefois une zone verte riche en biodiversité et en continuité avec le boisé des Frères, a été progressivement dégradée au cours des 10 dernières années? Est-il prêt à admettre que la dégradation actuelle résulte de ces actions et qu'il serait possible de restaurer cet écosystème pour en faire à nouveau un milieu naturel de qualité plutôt que de l'utiliser comme justification pour un développement immobilier? Bien, tu sais, peu importe ce qui a pu être fait ou ce qui pourrait être fait, notre objectif dans le projet actuel qui est propriété d'un propriétaire privé, là, c'est justement d'aller soutirer le maximum de ce qu'on peut en termes de protection de l'environnement pour accroître la superficie dans cette zone-là qui deviendra des aires protégées à perpétuité. Maintenant, dans l'analyse qu'on en fait, il y a une portion du terrain qui a une forte valeur environnementale, il y en a une autre qui a une moins grande valeur. Puis on travaille à trouver un équilibre entre les deux sans pour autant avoir à s'engager parce que la solution facile, c'est de dire on va l'acheter, mais la valeur du terrain aujourd'hui, si elle devait être achetée par la Ville, on parle de plusieurs millions de dollars, là. Donc on tente, nous, avec les cartes qu'on a en main, d'avoir cet objectif-là qui est protéger l'environnement tout en n'ayant pas à décaisser des millions puis en permettant un projet d'habitation sur une portion du terrain qui, selon les études qu'on a, n'a pas une haute valeur environnementale. Ça, c'est ce que vous dites, Monsieur le maire. Par contre, bien, c'est pas ce que je dis. Là. Moi, je l'ai déjà dit, je ne suis pas un biologiste, je ne suis pas un expert en la matière. J'y vais avec les études puis les rapports puis les catégorisations du sol qu'on a. Là. Ça dépend du moment où est-ce que l'étude a été faite. Il y a plusieurs facteurs à considérer, mais aussi, c'est un corridor écologique entre deux écosystèmes. Là. Donc, ça fait toute partie d'un tout. Ça, on vous l'a déjà expliqué. Fait que, si vous êtes prêt à préserver le plus grand possible, je pense que la sablière en fait partie. Là. Mm-hmm. À quel coût maintenant? C'est là où je vous dis que nous, on est là, puis on regarde qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme ville en termes d'engagement pour la protection de l'environnement versus le droit du propriétaire privé en date d'aujourd'hui de développer son terrain. Puis c'est ces cartes-là qu'on joue, puis c'est ces analyses-là qu'on fait. Là. À quel coût on perdrait ce milieu-là? Ça serait important au niveau de tout ce qui est de la santé des gens ou de... Oui, mais il y a une valeur en même écologique. Temps, je pense que des boisés à Victoriaville, des lieux naturels, on en a plusieurs. On a de quoi en être fiers. La Ville de Victoriaville les protège. On peut avoir une définition différente d'une carrière, d'une sablière qui était jusqu'à tout récemment en exploitation commerciale, puis un lieu de biodiversité à haute valeur environnementale. Ça, moi, je ne suis pas un environnementaliste avec des connaissances d'experts. Donc, je m'en remets aux documents qu'on a, puis je m'en remets surtout au jugement que le Conseil a à prendre dans ce dossier-là, en lien avec la protection de l'environnement, puis le droit du propriétaire de développer son terrain, puis du manque de logement, puis des services de proximité, puis plein d'autres éléments que je vous ai déjà partagés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on accueille encore, en date d'aujourd'hui, tous les commentaires. On fait travailler nos équipes, autant à l'urbanisme qu'à la géomatique, qu'à l'environnement, qu'au développement durable, pour finalement se positionner lorsqu'on aura à le faire avec toute l'information nécessaire. Bien justement, comme vous parlez de développement durable, est-ce que vous considérez que ce processus
reflète la valeur de développement durable et d'éco-responsabilité de la ville de Victoriaville? Assurément, parce que au final, là, on va fort probablement passer d'un terrain qui n'était pas notre propriété, sur lequel un propriétaire privé pourrait construire ce qu'il veut, allant même jusqu'à la bordure de la rivière, à une propriété qui deviendra partiellement dans les mains de la ville et avec qui nos partenaires que sont Canard Illimité, Nature à venir et bien d'autres, on pourra mettre en valeur la biodiversité à un point qu'on n'a même pas en ce moment. Donc, nous, on travaille avec cet objectif-là en tête. Je m'excuse, Monsieur le maire, mais j'ai plus l'impression qu'on va détruire le milieu en détruisant... C'est votre opinion. La sablière, là, C'est votre considérant que opinion. c'est un tout. Je la respecte. Mais je vous remercie beaucoup. Merci. Audrey Murray. Bonsoir tout le monde. Moi, je me demande, j'avais déjà posé la question au conseil là, du mois de juin, mais j'ai pas eu de réponse. À quel moment a été le premier échange avec le promoteur dans le cadre de ce projet-là? Moi, je veux la date précise, s'il vous plaît. On n'avait pas soumis ça, de mémoire, là, je me souviens pas, mais ça fait plus d'1 an, là, à peu près. Vous n'avez pas la date précise? Bien là, je l'ai pas dans mes documents, mais qu'il y a eu des discussions par rapport à ce terrain-là, entre autres, mais... Avec le promoteur ou les représentants du promoteur? C'est même pas le promoteur qui était propriétaire du terrain, c'est Excavation du Sceau là, qui a posé des questions à la ville, mais je pensais qu'on l'avait soumis, mais on va le faire. Désolé. OK, merci. Pourriez-vous m'expliquer c'est quoi les étapes qui ont mené là, à ce projet-là? Comment vous avez entendu parler de ce projet-là? C'est quoi les étapes? Ça a été présenté à nos services à la ville, puis éventuellement, les services d'urbanisme nous ont fait une présentation en séance de travail. Ça a été présenté par qui? C'est Jean-François Morissette ou Jean Demers, nos directeurs de l'urbanisme, comme dans toute présentation. OK, moi, je connais pas du tout ça. Ça fait que j'essayais de me faire une tête sur, dans le fond, M. Morissette, vous êtes arrivé avec ce projet-là, c'est ça? Fort probablement, oui. OK. Fait que c'est lui qui aurait eu les échanges là, avec le promoteur. Ça devrait... OK. Ça, vous n'avez pas l'air confiant de tout ça, mais... Là, je veux dire, ouais, on a un département d'urbanisme qui est en contact avec des promoteurs au quotidien, plusieurs appels par jour sur un paquet de sites à Victoriaville. Là, je pense que je vous ai déjà expliqué, là, on a cartographié plus de 400 potentiels de développement. On a même engagé un conseiller en habitation qui lui-même faisait des appels proactivement à des gens pour voir s'il y avait un potentiel de densifier leur terrain ou de le développer. Donc, qui a été en contact avec qui au départ, je pourrais pas vous dire, mais dans la suite des choses, ces projets-là passent soit par le CCU ou nous sont présentés pour une orientation au conseil municipal dans le cadre de nos séances de travail par le directeur du département habituellement. Mais peut-être juste pour préciser vos recherches, là, moi, je cherche, dans le fond, le premier échange où tout le monde aurait été assis autour d'une table avec le promoteur, la ville. Bien, ça serait quoi cette date-là? Pas nécessairement un appel téléphonique. Ouais, mais on ne s'assoit pas avec le promoteur, c'est les services qui s'assoient avec les promoteurs. OK, bien, les services. Puis ça, c'est probablement trouvable et envoyable. Là. OK, merci. Puis comment je peux faire un suivi de ça? Bien, vous pouvez communiquer avec la greffière. Oui. OK, merci. Vous avez dit en fait que maintenant la valeur du site c'est de plusieurs millions, en tout cas plus d'1 million. Moi, je me souviens avoir participé à une rencontre il y a de ça plus d'1 an où on nous présentait une modification du règlement de zonage pour faire changer là, de 2 à 4 étages, de 4 à 16 logements, le droit de construire là, sur la zone H076. Puis M. Morissette, dans le fond, était présent. Et puis, il y avait des gens dans la salle qui avaient demandé ce serait quoi le coût de racheter le terrain ou en tout cas la zone H076. Et à ce moment-là, on nous disait que c'était environ 500 000 $. Pourquoi ça a augmenté autant? Lors des changements de zonage auxquels vous faites référence, là, je crois qu'il y en avait dans à peu près toutes les portions de la ville. Moi, je n'étais pas présent à cette séance d'information-là, mais c'était dans notre volonté. À mon premier souper du maire, j'ai dit « Victoriaville doit augmenter ses hauteurs, on doit construire davantage de logements ». Ça en est suivi une panoplie de changements réglementaires dans différentes zones pour justement passer de 2 étages à 4 étages ou de 4 à 6,
sur des terrains donnés pour que les contracteurs puissent construire en hauteur, ce qui est un concept de développement durable là, qui est appuyé par tous les urbanistes. Ça, je vous l'accorde, oui. Donc, je pourrais pas vous dire exactement c'était quoi pour ce site-là particulier, mais c'était une analyse totale de la ville de Victoriaville qui avait été faite à ce moment-là, puis des recommandations d'augmenter les hauteurs dans plein de zones. Je comprends. Moi, ma question, puis je sais là, qu'il y avait eu plusieurs zones dans la ville qui avaient été visées par cette modification du règlement de zonage-là. Mais quand même, la zone H076 avait été retirée de ce lot-là, puis il y a eu plusieurs là, demandes. Moi, je comprends toujours pas comment on a passé de 500 000 il y a un an à plus d'1 million racheter ce terrain-là. C'est comme si vous saviez la valeur du site, en fait, parce que Jean-François Morissette a été en mesure de nous le dire. Puis là, on se retrouve un an plus tard devant le fait accompli que de racheter ce terrain-là, c'est impossible parce que c'est beaucoup trop cher. Je sais qu'il y avait eu plusieurs questionnements autour de cette zone-là aussi parce que certains pensaient que c'était le boisé des Frères Sacré-Cœur, alors que le boisé des Frères Sacré-Cœur est déjà protégé par la ville. Je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites référence. Bien, ça ne faisait pas référence au boisé des Frères. Peu importe si vous avez une question aussi spécifique qu'une rencontre qui s'est tenue dans une séance d'information X date, je vous suggère d'envoyer un courriel à la ville en faisant la demande, puis on va pouvoir vous revenir. Je n'ai pas toutes ces informations-là. Accès aux documents. Oui, tu sais, ça pourrait aider. Là. Ouais. Mais je suis responsable de l'accès aux documents, madame. Ouais. Fait que vous pouvez lui écrire, puis vous allez avoir vos réponses. Excellent. Quand vous dites qu'il y a des documents là, qui cartographient le site de la Sablière, vous faites référence à quels documents? Là, madame, on fait référence aux documents que la ville utilise. On a un service de géomatique, on a un service d'urbanisme, on a un service d'environnement qui sont assujettis à des présentations au ministère de l'Environnement annuellement pour cartographier quels sont nos milieux humides, quelles sont nos zones inondables, quelles sont nos bandes riveraines. Il y a au-dessus de ça qui s'ajoute la caractérisation de la MRC avec ses milieux hydriques qui est en cours de processus ou qui est fait de façon régulière. Donc, quand on a une présentation qui nous est faite en séance de travail, on n'a pas toutes ces connaissances-là. Donc, nos services prennent l'ensemble des éléments à leur disposition puis nous font des recommandations. Dans le dossier de la Sablière, qui est le dossier qui vous occupe et qui vous interpelle, bien, on a des recommandations de nos services qui nous disent que le bas de la Sablière a une haute valeur environnementale avec des espèces en voie d'extinction au niveau de la faune, de la flore, puis qu'on a tout intérêt à les protéger, puis dans le haut de la Sablière, qu'il n'y a pas ces caractéristiques-là. Qu'en date d'aujourd'hui, le propriétaire privé, ça a été soulevé par M. Labrosse dans une de ses interventions, pourrait faire une demande de compensation au ministère de l'Environnement. Puis selon la donnée qui a avancé cette journée-là, à 97 % des cas sont acceptés. Nous, on veut inévitablement pas que ça arrive. Donc, on travaille avec le promoteur pour que cette zone-là, qui a une haute valeur environnementale pour vous, mais pour la ville également, puisse être protégée. Puis pour y arriver, bien, c'est une négociation parce que le propriétaire est propriétaire. Donc, on veut pouvoir mettre la main sur cette parcelle de terrain-là et peut-être d'autres parce qu'on travaille de façon plus large sur l'ensemble du territoire de Victoriaville. Non, mais roulez-vous pas les yeux, là, je vous écoute quand vous me parlez. Là. Sur l'ensemble du territoire de Victoriaville, à augmenter le nombre d'aires protégées. Puis dans ce dossier-là, c'est de cette façon-là qu'on le travaille également. Parce que la bordure de la rivière... De toute façon, là, non, mais là, je veux ça juste... va faire à peu près 5 minutes, 6, 7, 8 qu'on échange. Je pensais que j'allais être... Non, mais tu sais, je veux dire, là, vous avez des questions là, très spécifiques pour lesquelles vous vous êtes préparés, puis j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que je pense que la meilleure façon d'avoir les réponses à vos questions à ce stade-ci, ça va être de communiquer avec notre greffière pour qu'elle puisse J'ai compris. J'aimerais juste dire que la bordure de rivière, vous dites que le promoteur, là, la bande riveraine, tu sais, c'est classé comme une zone inondable à grand courant. Il ne pourrait pas construire sur cette zone-là. C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de la zone humide. Ça, une zone humide, on peut la compenser. Encore en date d'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on souhaiterait, là, il est possible pour un promoteur de compenser une zone humide. Puis à 97 % des cas, le ministère de l'Environnement les accepte. À même titre que peu importe le projet qui devrait s'installer là, va devoir être accepté par le ministère de l'Environnement.
Je comprends. Moi, je voulais juste rectifier qu'il ne peut pas construire sur cette zone-là. Mais j'ai jamais parce dit que qu'il pourrait construire dans zone jusqu'au bord de rivière. Bien, le terrain va jusque Ouais. à la limite de ce qui nous appartient, là, qui est la bande riveraine de la rivière Nicolette. Là. Mais sur cette parcelle de terrain-là se retrouve, entre autres, un milieu humide qui, lui, pourrait être compensé, ce qu'on ne souhaite pas. Bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vais Ça fait faire la suite là, avec Mme Lagressière. Assurément. Merci. Guylaine Pilote. Monsieur le maire, les conseillers, conseillères, bonsoir. Moi, je n'ai pas vraiment rien préparé. Je vais vous dire un peu mon parcours. Je suis de la Rive-Sud de Montréal. Et moi et mon conjoint, on est venu s'installer il y a 3 ans à Victoriaville. On trouvait que c'était bien, puis on en a fait des villes avant de s'installer. J'ai pas de famille ici. On s'est installé parce qu'on adore la ville, on adore la nature, on adore le monde. Donc, nous, on demeurait à Brossard, plus spécifiquement, qui est devenue une horrible ville, à mon point de vue. Et pour aller s'installer à Saint-Bruno de Montarville, qui est aussi une ville qui était une ville très verte et qui maintenant arrive avec ses quartiers industriels immenses et ses bâtiments en hauteur. Il y avait une laiterie au centre-ville de Saint-Bruno qui maintenant ont fait un méga projet et nous sommes partis, nous sommes venus ici. Comme je vous dis, on a fait plusieurs places. Maintenant, j'ai jamais questionné mes élus parce que, bon, on se dit toujours, c'est fait. Et, on passe à côté de beaucoup de choses. Et j'ai vu le fameux projet Signature qui est près de chez moi. Et je suis allée me promener dans le Boisé des Frères. Je suis allée sur le Mont-Saint-Michel et c'est la raison qui a fait notre coup de cœur de Victoriaville. Alors, quand j'ai su justement qu'il y avait ce fameux projet de 330 logements, avec tout le trafic que ça apporte, parce que j'ai de la famille encore sur la Rive-Sud de Montréal, je vois le trafic. Ma question est-ce qu'un jour, la Ville a l'ambition de devenir une mégapole comme toutes les autres villes? Parce qu'ici, il n'y en a pas tant que ça, des logements à multiples étages. Et là, ça commence à s'étendre. Ça va dans la sablière. Du 6 étages, ça devient... puis là, vous me parlez encore, là, vous avez répondu à ma question en disant que vous voulez vraiment des logements multiples. Est-ce que la Ville elle a tant besoin de ça? Est-ce que c'est trop d'ambition pour la Ville de Victo? Ça ne devient plus une ville naturelle, là, maintenant. Ça va devenir comme les autres grosses villes. Non, craignez rien. C'est pas dans notre ambition de devenir une mégapole. Toute la qualité de vie que vous retrouvez à Victoriaville, les espaces verts, c'est ce qu'on cherche à maintenir annuellement dans nos prises de décision. Vous parlez du 6 étages là, dans le site là, qui est visé. On n'a pas statué là-dessus encore. C'est fort probable qu'on demande de réduire la hauteur de certains édifices. Bref, lorsqu'on aura le portrait final du projet, on va s'assurer que tout s'harmonise bien avec ce qui est autour. Puis, tu sais, il faut comprendre que partout au Québec, là, depuis quelques années, là, on vit quand même des changements importants là, parce que on a demandé aux villes de concentrer leurs efforts de construction dans leur périmètre urbain, incluant les zones déjà blanches. Tu sais, le projet qu'on parle en ce moment, il est dans notre périmètre urbain, puis il est zoné blanc. Est-ce que c'est parfait? Non, assurément, mais en ce moment, on ne peut plus, comme historiquement c'était fait, prévoir une parcelle qui est dans un milieu agricole, en faire la demande de dézonage, puis aller faire un nouveau quartier dans un secteur où il n'y a personne autour, puis ça ne dérangera pas. Ils nous demandent de rester sur notre territoire, puis d'augmenter le nombre d'auteurs, puis de regarder toutes les façons imaginables de construire à l'intérieur de nos périmètres. Donc oui, ça amène quand même son lot de changements, qui au final est pour le mieux, là, je crois, parce que la densification, c'est une façon de construire qui est plus en adéquation avec la protection de l'environnement et de nos terres agricoles que ce qu'on faisait autrefois.
mais en même temps, dans certains cas, c'est une question d'arbitrage entre la hauteur à côté d'un milieu naturel, la hauteur à côté de quelqu'un qui a une maison unifamiliale dans laquelle il réside depuis un bout de temps. Puis là, bien, ça vient avec son lot de changements, puis c'est pas parfait, mais on s'affaire toujours le conseil, de même que le comité consultatif d'urbanisme, qui est formé de citoyens et de représentants du milieu, d'avoir des projets qui respectent les habitacles. Est-ce que vous trouvez ça joli, vous, que ce soit aussi disparate, les maisons, avec justement du multilogement, avec des bungalows? Moi, je trouve qu'il devrait y avoir plus de vérification sur ça, parce que ça n'a pas de bon sens. Là. De un, c'est pas beau. Et de deux, vous parlez qu'on a besoin de plus de logements. Le plus de logements qu'on a besoin, c'est pour des gens qui n'ont pas les moyens. Mais on s'entend que le quartier signature, ça va être des gens qui ont beaucoup de sous qui vont aller demeurer là. C'est pas pour les gens qui ont besoin d'un logement et qui n'ont pas de sous. Là. Mais quand je vous parle de la précarité des terrains puis des demandes croissantes qu'on reçoit, là, c'est à tous les niveaux. Là, la Ville de Victoriaville là, a identifié un terrain qui lui appartenait pour le céder à la maison Véro et Louis pour construire une construction qui va venir en aide à des jeunes qui ont des besoins particuliers. La Ville de Victoriaville a fait l'acquisition avec l'accord de la fabrique de son église pour pouvoir construire sur ce même lieu des unités d'habitation abordables. La Ville de Victoriaville a fait l'acquisition avec Innov Habitat Victo d'une résidence personnes âgées qui est convertie en logement étudiant pour répondre aux besoins des logements. La Ville de Victoriaville a cartographié sur son territoire une panoplie de sites qu'on aimerait développer parce qu'on trouve que ça serait plus harmonieux que ça se développe dans ces secteurs-là. Mais si les propriétaires ne veulent pas vendre leur maison ou leur entreprise à quelqu'un qui voudrait le construire différemment, on ne peut rien y faire. Donc, tu sais, quand je dis que les défis sont nombreux, ne sont pas insurmontables, nous, on se plaît là, à travailler dans ce nouvel environnement-là avec nos équipes puis à tenter de trouver des solutions. Mais assurément que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Puis ça en est un exemple où il va y avoir une nouvelle cohabitation qui devra se faire potentiellement dans un secteur où, jusqu'à tout récemment, il n'y avait rien. En même temps, ça pourrait être encore des 10 roues qui charrient du sable puis de la grenotte. Là. Ça ne serait pas nécessairement mieux à nos yeux. Mais bon, c'est ça les défis avec lesquels on compose. Est-ce que vous êtes déjà monté les fameuses marches oui. dans le boisé, arrivé où il y a l'auditorium? Qu'est-ce qu'on va voir là quand on va monter maintenant? Ça va être des immeubles qu'on va voir. Ça sera plus aussi joli, là. Bien, c'est à partir sûr. de l'auditorium, là, je crois pas qu'on est dans le même secteur qui va être développé nécessairement. Là. Bon. C'est là où je dis qu'il faut quand même mettre les choses en perspective. Là, tout ce qu'on reconnaît des boisés, des Frères Sacré-Cœur, il n'y a rien qui est touché. À la limite, là, avec l'entente qu'on vise, on va protéger davantage de territoires, de superficie que ce qu'on est actuellement propriétaire. Puis ultimement, si on réussit à faire des bons partenariats avec nos partenaires en lien avec la protection de la biodiversité puis la mise en valeur de ces milieux-là, bien, on va pouvoir les redonner à la population aussi avec de la meilleure interprétation, de la meilleure entretien pour le maintien de ces milieux-là. Donc, c'est pas nécessairement la catastrophe là, demain matin qui s'amène là, dans la sablière là, par rapport à ce qui se passe actuellement. On cherche un équilibre, assurément. Bien, vous n'avez pas même mis sur ce terrain-là, mais il y en a aussi beaucoup sur le mont. Allez-vous vous attaquer au mont à un moment donné? Non, le mont est protégé. T'sais. Quand vous êtes arrivé à Victoriaville il y a 3 ans, là, on avait 20 hectares de protégés. Donc, 20 hectares seulement qui ne pouvaient pas être construits, là, ou du moins qui étaient en zonage de protection. On a annoncé récemment qu'on l'augmentait à 60 hectares, cette superficie de terrain protégée-là sur le territoire de Victo. Puis avec des partenariats qu'on ne pouvait pas anticiper, comme celui-là, là, où on va venir acquérir une portion pour laquelle on n'avait aucun contrôle, bien, on va augmenter encore davantage le nombre de superficies protégées. Donc, malgré nos nouvelles constructions qui s'amènent, là,
on réussit quand même à faire ça en ajoutant des aires protégées à Victoriaville. Peut-être que c'est difficile à voir ou à concevoir, mais je vous assure, c'est exactement ce qu'on fait, puis les chiffres sont là pour le démontrer, là. Oui, parfait. Je vais laisser ma place. Merci. Merci. Donc, on a également une question en ligne de M. Jimmy Fréchette. Victoriaville s'est engagée à préserver 30 de son territoire au milieu naturel d'ici 2030. Comment compte-t-elle s'y prendre? Bon, bien, justement, on en parlait, là, c'est... il y a de ça... en octobre 2023, la Ville de Victoriaville a conclu une entente avec Nature Avenir, qui est un organisme de protection des milieux naturels, pour qu'on cède les espaces verts de Victoriaville à cet organisme-là qui va en assurer la protection à perpétuité. Donc, comme je le mentionnais, on avait 20 hectares de protégés. On a identifié 60 hectares qu'on est en train de céder à Nature Avenir. Les processus légaux sont en cours. Parmi ces secteurs-là, bien sûr, il y a le Boisé des Frères dont vous parlez, qui ne pourra jamais avoir de construction, puis dont la protection va être assurée par l'organisme. Il y a le mont Arthabasca, entre autres. Il y a plusieurs secteurs des bandes riveraines un peu partout. Puis on regarde, comme je le mentionnais, avec Canard illimité et Nature Avenir, de quelle façon, une fois qu'ils les ont, même la Ville pourrait financer ou aider à sa préservation, sa bonification. Donc ça, c'est actuellement en cours. Puis bien, on n'en est pas peu fiers parce que ça vient assurer que ce ne sera jamais construisible. Parce que la vérité, c'est que ne faisant pas cette démarche-là, le Conseil peut toujours, s'il change ou quoi que ce soit, décider de modifier le zonage pour permettre la construction. Une fois que c'est donné en servitude de conservation, on n'a plus de retour en arrière, donc la protection est assurée à perpétuité. Puis pour nous, c'est un élément fort de cette annonce-là que d'assurer que ces lieux-là, vous pouvez les trouver sur le site de la Ville de Victoriaville, vont être protégés à tout jamais. Puis plus encore, c'est qu'en ayant ce type de partenariat-là, bien, ça ouvre la porte à des propriétaires de terrains actuels de céder volontairement des terrains à la Ville en échange d'un retour de taxes ou d'une subvention quelconque, là, considérant qu'on a cette entente-là. C'est d'ailleurs ce qui va probablement nous permettre, entre autres, de sécuriser une entente avec le développeur de la Sablière pour dire « tu pourras développer sur une portion, mais on va, en contrepartie, mettre la main sur une autre portion », puis dans des ententes qu'on le croit sont gagnantes-gagnantes, mais qui surtout vont nous permettre d'augmenter la superficie de terre protégée à Victoriaville. D'accord? Bien, je vous remercie pour votre présence. Comme je le mentionnais, le dialogue continue d'être en cours. Les analyses se poursuivent de notre côté. À ceux qui nous écoutent à la maison, on se retrouve au mois d'octobre. Ce sera le 7 octobre pour la prochaine séance du Conseil municipal. Un proposeur? Yannick Fréchette, James Casey. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. C'est peut-être ici, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir. Alors, on fait quoi les jours?